Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à cette conférence pour le MEDEF. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui ce que sont les crypto-monnaies et essayer de passer une heure ensemble pour tout comprendre par rapport à ça. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez les poser en cours de route ou à la fin, voilà, en fonction de comment vous voulez voir les choses. Donc, n'hésitez pas. On va couvrir pas mal de points, mais on va faire ça de manière très très light, pour pas perdre tout le monde. Donc, on va pas rentrer dans trop de détails techniques. Donc, on commence tout de suite. Alors, moi, je m'appelle Mathieu. Ça fait 16 ans en fait que je suis trader pour plusieurs sociétés. Donc, j'ai tradé en tant que particulier. J'ai tradé aussi en banque en Irlande. Donc, c'est le pays dans lequel j'habite en ce moment. J'ai beaucoup été intéressé par les investissements. Donc, ça fait très très longtemps que j'investis. Bourse, immobilier, reprise d'entreprise, voilà, plusieurs choses par rapport au business en termes de manière générale. Donc, on va aller directement dans le cœur du sujet. Que sont les crypto-monnaies? Donc, on va commencer vraiment par le début du tout début. Donc, le crypto-monnaie sont des monnaies qui sont 100% numériques. Donc, vous le savez, en fait, la masse monétaire, de manière générale, elle est 90% numérique. Donc, il y a seulement 10% de pièces, de billets et de chèques, etc. Mais de manière générale, voilà, les crypto-monnaies, c'est uniquement des monnaies qui sont numériques. Donc, déjà, ça a un gros avantage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'échanger des pièces, de se promener avec des pièces, des billets, etc. Donc c'est un gros avantage. Et en fait, on se rend compte que depuis l'apparition là du Covid, etc., il y a des endroits où on n'accepte plus du tout les monnaies physiques. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ça peut être un avantage. Et derrière, donc qui dit monnaie numérique dit sécurité, puisque forcément tout est piratable. Hein. Enfin pas tout, mais il y a des risques de piratage. Donc en fait, les crypto-monnaies se basent sur des concepts de cryptographie. Et donc, le mot crypto-monnaie, cryptographie vient de là. Donc, il y a énormément de systèmes qui sont mis en place pour éviter toute triche. Et en fait, le système des crypto-monnaies est très, très, très intelligent, puisqu'en fait, si quelqu'un essaie de tricher, en fait, ce sera à son désavantage. Donc, le fait est que grâce à ça, on ne peut pas tricher ou alors il n'y a aucun intérêt de tricher. Donc, voilà, un concept basé sur la cryptographie. Et ce qui est très intéressant, contrairement aux banques, etc., c'est que les frais sont très très peu élevés. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, puisque les frais étant peu élevés, ce qui se passe, c'est qu'on peut envoyer la valeur d'un Bitcoin, donc par exemple 10 euros ou 1000 euros ou 1 million ou 1 milliard d'euros pour le même montant en termes de frais. Et c'est vrai que par rapport à un système bancaire classique, dès qu'on commence à envoyer des sommes importantes, il y a des frais qui sont énormes. Et je parlais d'1 milliard d'euros en valeur Bitcoin, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y a eu la plus grosse transaction qui a été effectuée sur le Bitcoin et c'était justement 1 milliard, donc 1 milliard de dollars et il y a eu 60 centimes de frais. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très 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 intéressant au niveau pour économiser, hein, voilà, tout simplement économiser de l'argent, sachant qu'en plus de ça, la vitesse des transactions est extrêmement élevée. Donc en quelques minutes, voire quelques secondes, on peut avoir notre argent reçu d'un téléphone à un autre, d'un ordinateur à un autre. Donc évidemment, le fait que tout soit numérique, on passe par des systèmes qui sont numériques hein, également. Donc on stocke nos crypto-monnaies sur des périphériques physiques, que ce soit des ordinateurs, des petites clés ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, transaction très 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 rapide. Alors je vois qu'il y a une question, donc je vais regarder rapidement. Pouvez-vous me nommer présentateur? Alors, c'est Ah, je pense pas que moi, c'est une erreur ou alors attends, D'accord, bon. Pas de sans problème. faire exprès, Monsieur Seri a dû cliquer sans faire exprès sur D'accord, un ok, bouton. bon, pas de problème. Bon, je continue alors. Donc tout ça, en fait, ça repose, toute cette technologie, cette sécurité, etc., ça repose sur une technologie qu'on appelle la blockchain. Donc vous en avez sûrement entendu parler, mais sans trop savoir peut-être ce que c'est dans les détails, etc. Et donc on avait une question là tout à l'heure sur la blockchain et ses applications. On va pas rentrer énormément dans le détail des applications blockchain, mais je peux quand même faire une petite aparté là-dessus. Donc déjà, faut comprendre ce que c'est une blockchain, parce qu'on entend ça, on entend ça, on entend ça, mais voilà, c'est pas trop clair. Donc une blockchain, c'est tout simplement une base de données. Voilà, c'est une base de données et une transaction, par exemple dans le Bitcoin, c'est une donnée. Donc en fait, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui s'appuie sur une technologie.
Donc, la blockchain, c'est pas le Bitcoin et le Bitcoin, c'est pas la blockchain. C'est comme le Wi-Fi et Internet. Le Wi-Fi, c'est pas Internet. Tout comme Internet, c'est pas le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est une technologie qui est utilisée pour transmettre les données d'Internet. Donc là, c'est exactement pareil. C'est un support, la blockchain. Et donc, en fait, dans la blockchain, ce qui se passe, c'est que toutes les transactions, donc voilà, moi je vous envoie un Bitcoin, donc c'est une transaction, et cette transaction, elle est rangée dans cette base de données. Donc en fait, la base de données, elle est ensuite, comment dire, elle est structurée de telle manière qu'on a des blocs, en fait. On va voir un petit peu plus loin, mais les blocs, il faut imaginer ça comme un tableau Excel. Donc un tableau Excel, vous avez des lignes, et dans ces lignes, vous avez tout en bas des onglets. Donc, c'est exactement pareil. Donc, pour simplifier, en fait, quand un onglet de transaction est plein, donc si je fais une transaction, ça inscrit sur la première ligne, voilà, un tel a envoyé de l'argent à un tel, donc c'est ça, hein, c'est la transaction, la donnée. La ligne suivante, c'est une autre transaction, etc., etc. Et quand l'onglet est plein, on passe à l'onglet suivant. Et les onglets, bah, dans la blockchain, on appelle ça des blocs, tout simplement. Donc les blocs se mettent à la suite des uns des autres. Donc ça, c'est vraiment pour résumer et pour comprendre de manière très simple comment ça fonctionne. Et le gros intérêt des blockchains dans les crypto-monnaies et de manière générale, eh c'est le fait qu'elles soient transparentes, puisqu'on peut accéder via Internet à toutes les données qui sont sur cette blockchain. Donc, de la même manière que vous pourriez accéder à un tableau Excel qui serait disponible sur Internet. Là, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas besoin de payer, c'est totalement gratuit. Il suffit juste d'aller sur le bon site, de rentrer le numéro de transaction qu'on veut vérifier, et puis on pourra vérifier de cette manière de quel compte cette transaction est partie et vers quel compte c'est arrivé. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est transparent, puisqu'il n'y a pas il y a rien qui est caché, il n'y a rien qui est masqué à partir de là, et c'est fiable, puisqu'une fois qu'une donnée est inscrite sur la blockchain, c'est impossible de la falsifier ou de revenir en arrière, etc. Et le dernier avantage des blockchains, et notamment celle de la blockchain sur le Bitcoin, c'est qu'elle fonctionne sans organe central de contrôle. Donc, en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de banque au milieu qui vérifie les transactions, etc. Donc, c'est un peu derrière le concept du minage, c'est-à-dire que si demain, moi, je souhaite vous envoyer un Bitcoin pour payer en échange d'un service, hein, par exemple, ou faire une donation ou peu importe, donc, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'organe central de contrôle. Donc, si moi j'envoie un Bitcoin, il n'y a pas de banque pour vérifier la transaction. Donc, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui dit que moi j'ai bien un Bitcoin comme je prétends l'avoir pour l'envoyer? Qui c'est qui va vérifier ça? Et justement, donc il y a un réseau de mineurs, donc c'est ce qu'on appelle les mineurs de Bitcoin, qui vont vérifier les transactions à la place des banques. Voilà. Et les mineurs, pour avoir vérifié les transactions, vont toucher une petite commission. Et en fait, quand on parle de minage, c'est exactement ça. Donc, c'est les mineurs qui touchent des transactions en continu pour vérifier des transactions entre des personnes qui s'échangent des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies, puisqu'on parle du bitcoin, mais il n'y a pas que le bitcoin en fait comme crypto-monnaie. Donc, voilà un petit schéma qui résume la différence entre un réseau centralisé et un réseau décentralisé. Donc, c'est très simple, hein. Le réseau de gauche, c'est le réseau centralisé. Donc, les utilisateurs qui s'échangent de l'argent. Par exemple, moi, j'envoie 100 euros. Bon, bah, les 100 euros passent par la banque. Voilà, réseau centralisé, c'est la banque qui gère tout. Donc, évidemment, on est obligé de faire confiance à la banque, à la structure bancaire. Mais c'est la même chose avec PayPal, hein, par exemple, hein. Quand vous envoyez de l'argent via PayPal, vous faites confiance à PayPal pour pas disparaître du jour au lendemain et que lorsque vous envoyez 100 euros, l'autre personne qui utilise exactement PayPal, le même logiciel PayPal ou service PayPal, reçoivent l'argent. Donc voilà, il y a une histoire de confiance. Et dans le réseau décentralisé du Bitcoin, il n'y a pas cette centralisation justement. Il n'y a pas besoin de faire confiance à une seule personne, à une seule entité. Puisqu'en fait, cette blockchain dont on parlait tout à l'heure, donc avec le livre, c'est comme un livre de compte, hein, tout simplement avec toutes les transactions. Donc c'est ce qu'on disait. Ce livre de compte, il est partagé, il est distribué avec toutes les personnes qui souhaitent l'avoir, par exemple sur leur ordinateur. Donc du moment où quelqu'un essaie de faire une modification sur cette blockchain, en fait, tous les autres nœuds du réseau, donc on appelle ça des nœuds, hein, les personnes qui ont la blockchain téléchargée sur leur ordinateur, ils verront qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire quelque chose d'un peu louche. Donc à partir de là, toutes les transactions et tout ce qui se fera à partir
du nœud qui est un peu louche, hop, tout ça, ce sera annulé. Et c'est pour ça qu'en fait, les mineurs de crypto-monnaies participent à la sécurisation des transactions sur le réseau Bitcoin, puisque personne va pouvoir essayer de tricher, puisqu'il y a trop de monde en fait qui a des enjeux pour recevoir des transactions, des frais de transaction, etc. Les enjeux sont trop importants pour laisser une personne tricher sur le réseau. Donc, on parle de sécurisation du réseau. Alors, on va parler de quelques mythes. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. On entend souvent plein de choses en fait sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, et on va essayer de découvrir ici quelques mythes. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, hein, vous pourrez les poser, il n'y a aucun souci. Donc, la première chose, c'est que les crypto-monnaies, on entend souvent qu'elles sont surtout utilisées pour des activités illégales. Alors, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Il y a toujours de l'illégalité, ça c'est sûr, parce que de toute manière, quel que soit le support qu'on utilisera, que ce soit des lingots d'or, des diamants, des euros, des dollars ou quoi que ce soit, il y aura toujours de l'illégalité. Voilà, partout où il y a de l'argent à gagner, il y aura des activités illégales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les transactions qui sont illégales sur le Bitcoin, donc pour acheter par exemple de la drogue, etc., elles sont en nette baisse, puisqu'en fait, la blockchain et les opérations sur les Bitcoins sont de plus en plus traquées. Donc la police s'intéresse à ce type de transaction, donc ça devient de plus en plus difficile de payer en Bitcoin et en autres crypto-monnaies pour des choses qui sont illégales. Avant, on avait, ce qu'il faut aussi voir, c'est que on a environ aujourd'hui 800 millions d'euros de transactions par an qui sont illégales. Et dans le monde, on estime à plus de 4000 milliards. Donc, moins d'1 milliard contre 4000 milliards. Donc, c'est quand même vraiment une goutte d'eau. Donc, on peut pas dire que ce soit complètement zéro. De toute manière, ce ne sera jamais zéro, comme je disais, hein, que ce soit n'importe quel support, mais on n'est pas non plus, voilà, il n'y a pas que ça, très, très, très loin de là. Voilà. Donc, un autre mythe, c'est que les crypto-monnaies n'ont aucune utilité. On peut rien acheter en plus avec ça. Alors, bon, on a vu tout à l'heure déjà quelques avantages des crypto-monnaies, c'est-à-dire que elles sont très rapides en termes de transactions. Donc, j'envoie des crypto-monnaies, hop, demain, enfin pas demain, je dis n'importe quoi, dans quelques secondes, vous avez l'argent sur votre compte. Contrairement, et c'est là où je voulais en venir, contrairement aux banques, où déjà, il faut enregistrer un nouveau RIB. Donc, si c'est dans le même pays, ça peut être plus ou moins rapide, voire instantané. Mais si c'est dans un autre pays, ça peut prendre 24, 48 ou 72 heures. Et ça, c'est juste pour enregistrer un nouveau RIB. Alors que bon, voilà, Bitcoin, hop, on rentre le numéro de compte de l'utilisateur à qui on veut envoyer des Bitcoins. Donc, ce numéro de compte, on appelle ça une adresse. On entend ça des fois, une adresse ou une adresse publique ou une clé publique, c'est tout la même chose. Donc, on rentre ça, hop, en quelques secondes, c'est fait. Après, le fait qu'on puisse rien acheter du tout avec ça, alors c'est pas vrai non plus, puisqu'il y a de plus en plus de sociétés et de services qui acceptent les bitcoins comme moyen de paiement. Et il y a aussi des services qui permettent de convertir les bitcoins en euros grâce à des cartes de paiement, tout simplement, et qui permettent de faire le lien comme ça entre les crypto-monnaies et le monde, on va dire l'économie un peu plus réelle avec des euros. Donc, en gros, ça veut dire que vous avez une carte bancaire classique, mais d'une crypto-banque, voilà, sur laquelle vous pouvez envoyer des bitcoins. Et lorsque vous payez n'importe où, hein, dans une grande surface, de l'essence ou quoi que ce soit, hein, tout ce que vous achèteriez avec une carte classique, puisque c'est de toute manière une carte classique, hop, ça débite directement en bitcoin. Donc on paye pas exactement en bitcoin, puisque le prix, voilà, si moi je fais mes courses, bon j'en ai pour 100 euros et pas 0,01 bitcoin, mais quoi qu'il en soit, ça va débiter des bitcoins et de cette manière, ça permet de pouvoir utiliser des crypto-monnaies dans la vie de tous les jours. Aussi, il faut savoir, donc je reviens là-dessus très très rapidement, il y a plus de 20 000 services aujourd'hui qui acceptent les bitcoins. Donc voilà, ça augmente, sachant qu'en 2013, il y en avait de mémoire à peine 1000. Voilà, donc ça augmente quand même pas mal. Donc un troisième mythe, c'est que les crypto-monnaies, ça pollue beaucoup et ça consomme beaucoup d'électricité inutilement. Donc ça, on parle surtout de minage de crypto-monnaies quand on parle de ça, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de serveurs qui font tourner toutes ces vérifications de transactions, etc. Mais encore une fois, alors
est-ce que ça pollue vraiment? On estime, alors c'est pas une estimation, mais c'est une étude qui a été faite, que 74% de l'électricité qui est utilisée dans le Bitcoin, c'est de l'électricité renouvelable déjà. Donc c'est de l'électricité qu'on appelle fatale, de l'énergie fatale. Et fatale, ça veut dire que si on l'avait pas utilisée à ce moment-là, elle aurait été perdue, tout simplement. Donc l'eau des barrages, c'est exactement le cas. Nous, on fait du minage de crypto-monnaie. Voilà, on a un service de minage de crypto-monnaie et les machines qu'on a sont connectées à de l'électricité qui vient de barrages. Donc, quand le barrage est plein, à un moment, il faut le vider. Voilà, c'est obligatoire. Et donc, soit on vide le barrage et on transforme l'énergie en électricité, ou alors on gaspille l'eau, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'énergie fatale. C'est la même chose avec le solaire. Une fois que le soleil est parti, voilà, l'électricité reviendra jamais par rapport à ça. De la même manière avec l'éolien, enfin voilà, tout ce qui est énergie renouvelable, c'est ce qu'on appelle de l'énergie fatale. Donc, est-ce que ça pollue? Pas spécialement, puisque c'est des installations qui sont déjà en place. Et est-ce que c'est complètement inutile? En fait, on a vu que il faut qu'il y ait beaucoup de nœuds sur le réseau afin de garantir la sécurité du réseau. Et en fait, le fait de devoir payer de l'électricité et de payer des installations, ça garantit aussi la sécurité. Puisque si tout le monde pouvait faire n'importe quoi à moindre prix, en fait, tout le monde pourrait, voilà, ce serait absolument n'importe quoi. Il n'y aurait pas du tout de sécurité sur la blockchain et sur les bitcoins de manière générale. Donc, de dire que c'est complètement inutile, ça ne l'est pas. Aussi, je finirai là-dessus. Il y a aussi on considère, là encore une fois, c'est des calculs, etc. On considère qu'il y a 0,2% de l'énergie dans le monde qui est utilisée pour les crypto-monnaies, 0,2%, et juste pour les emails, on estime que c'est 4%. Donc c'est vrai que voilà, en considérant les deux chiffres, on est quand même assez loin des emails. Hein. Et on sait que les emails polluent, pourtant personne ne vient dire ah non, il faut arrêter d'envoyer des emails parce que ça pollue trop. Donc voilà, il faut faire la part des choses là-dedans. Et puis tout ce qui est transactions Visa et les systèmes bancaires de manière classique, ça consomme aussi pas mal d'électricité, hein, parce que les serveurs bancaires, etc., ça consomme pas mal. Hein. Donc voilà pour les mythes. Et le dernier mythe sur lequel j'aimerais m'appuyer, c'est que on entend tout le temps que les crypto-monnaies, c'est anonyme. Alors, c'est pas anonyme, c'est ce qu'on appelle pseudonyme. Donc, c'est légèrement différent. Donc, on reprend l'exemple que je donnais tout à l'heure avec ce livre de compte ou cette blockchain. Donc, je vous parlais aussi des adresses. Donc, les adresses, c'est un peu les numéros de compte crypto. Donc, chaque crypto-monnaie, chaque personne qui a des crypto-monnaies aura sa propre adresse crypto pour le Bitcoin, sa propre adresse crypto pour le Litecoin, etc., etc. Mais donc, l'adresse, c'est la forme B1380AZX. Voilà, donc c'est une suite de chiffres et de lettres qui ressemble pas à grand-chose si on la voit de cette manière. Et l'adresse du destinataire, c'est exactement la même chose. Donc, quand on fait une transaction sur le Bitcoin, on verra que c'est l'adresse B1 machin truc qui a envoyé un Bitcoin vers l'adresse BX12 machin truc. Mais en fait, on ne sait pas à qui appartiennent ces adresses. Mais le jour, donc, on peut dire que c'est anonyme, mais c'est pas complètement anonyme parce que le jour où on sait que l'adresse B1 truc chouette appartient à Mathieu, toutes les transactions qui ont été faites à partir de cette adresse, on saura qu'elles viennent de moi, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ce soit complètement anonyme, mais c'est pseudonyme, parce que du moment où on arrive à mettre un nom sur une adresse, on peut retracer toutes les adresses et toutes les transactions qui ont été faites vers les adresses X ou Y. Et donc on peut remonter comme ça à des adresses de criminels, possiblement. Voilà. Donc, en conclusion, par rapport à cette partie, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut considérer que c'est la monnaie du futur. Donc, moi, je suis pas dans le sens où, oh, voilà, ça va remplacer à 100% les monnaies. Le système bancaire, il est HS, il est has-been, il n'existe plus, c'est n'importe quoi, etc. Moi, je suis pas du tout dans l'extrême. Je pense que c'est un bon complément de ce qui existe déjà. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Donc, certes, c'est une révolution puisque la technologie également de la blockchain permet des applications qui n'existaient pas avant. Donc, en fait, la transparence, on en parlait rapidement tout à l'heure, la transparence des applications liées à la blockchain fait que, en fait, il y a des potentiels qui sont très, très, très intéressants. Je vais donner un exemple ou deux comme ça.
Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple d'application blockchain? Les applications blockchain, par exemple, ce serait de dire, voilà, une chaîne du froid, voilà, vérifier et valider la chaîne du froid. Donc, vous êtes un transporteur qui transportait de la viande d'un pays à un autre. Et en fait, le fait d'utiliser une blockchain, ça permet d'études. Donc, si une transaction, là, donc c'est pas vraiment une transaction dans la blockchain, dans l'exemple que je donne, ce n'est pas envoyer de l'argent, mais ça pourrait être relever la température du conteneur toutes les minutes, par exemple. Et vu qu'en fait, on ne peut pas falsifier la blockchain, il est impossible de dire à l'arrivée du container que voilà, il y a eu de la triche et qu'en fait, à un moment, il y a eu une baisse de température, etc. Et que des personnes ont essayé de tricher sur l'évaluation du container et de sa cargaison, etc. De la même manière, on peut utiliser les blockchains, par exemple, en termes d'assurance, assurance lors d'un voyage. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, en fait, si vous avez un vol annulé, donc il y a des assurances, et les assurances, voilà, on est obligé de justifier ci, justifier ça, machin, on ne sait pas, est-ce qu'il faut prouver ci, enfin, c'est assez galère en fait de récupérer de l'argent d'une assurance. Et donc, grâce à la blockchain, en fait, tout se fait en temps réel, puisqu'on ne peut pas mentir sur le fait que telle ou telle action s'est passée ou ne s'est pas passée. Et donc, si vous voyagez et que votre vol est annulé, directement, c'est inscrit dans la blockchain. Et s'il y a une assurance qui a été liée à la blockchain et à votre nom, et tout de suite, vous saurez que, tac, instantanément, vol annulé, tac, vous êtes remboursé au prorata de ce qui a été convenu dans l'assurance. Donc, ça fait aussi partie de la blockchain et des crypto-monnaies, d'être remboursé par exemple sous forme de Bitcoin, etc. Et donc, c'est un très, très, très gros avantage pour le futur, en fait, pour les applications qu'il y a. Et évidemment, il y a énormément d'autres applications. Le fait est que, de manière générale, vous détenez vos crypto-monnaies sur votre périphérique, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et donc, à partir de là, c'est vous qui possédez vraiment votre argent. Donc, si demain, vous souhaitez envoyer 1000 euros ou 10 000 euros ou 100 000 euros sous forme de Bitcoin, il n'y a personne qui viendra vous dire non, vous n'avez pas le droit, puisque le montant maximal, c'est 5 000 euros par jour, par exemple. Là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais derrière, vous êtes responsable. Donc, si vous vous trompez d'adresse, vos fonds sont perdus, hein, évidemment. Donc après, l'avantage, c'est la confidentialité. Donc, vu que c'est pas vraiment anonyme, mais pseudonyme, en fait, on peut faire des opérations qui passent, alors pas complètement sous le radar, du moment que c'est légal, hein, bien sûr, mais voilà, qui sont pas non plus avec votre nom affiché en gros. Et donc, après, en termes d'épargne ou d'investissement, c'est vrai que c'est un bon moyen de diversifier son épargne. Donc, on avait une question tout à l'heure, on avait un commentaire sur le fait il y a beaucoup d'arnaques et que c'est difficile de savoir qui fait quoi, etc. Et ça, c'est vrai, puisque en fait, c'est un marché qui n'est pas encore complètement régulé. Donc, on s'approche d'une régulation, on y va petit à petit. Mais c'est vrai que à partir de là, il y a énormément d'arnaques qui traînent sur Internet. Et c'est difficile en fait de faire la part des choses entre les sites sérieux, les services sérieux et en fait les margoulins, hein, tout simplement. Donc il faut faire très 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 attention. Donc ça veut pas dire que c'est parce que c'est non régulé que toutes les sociétés font n'importe quoi, bien sûr que non. Mais voilà, il faut faire ses recherches. Si on souhaite investir là-dedans, c'est comme tout investissement, il y a des risques, etc. Mais il y a des risques aussi qui peuvent peuvent être maîtrisés. Si demain vous souhaitez faire du trading, par exemple, de crypto-monnaie, ok, pourquoi pas. Vous avez le choix entre passer par une des plus grosses plateformes au monde ou passer par un truc un peu bizarre. Donc là, en termes de risque, c'est clair, hein, c'est clair qu'il vaut mieux passer par la plus grosse plateforme au monde ou une des 5 plus grosses ou 10 plus grosses plutôt que de passer par un truc dont jamais personne n'a entendu parler parce qu'ils ont des frais pas très élevés ou que c'est gratuit de trader pendant un mois. Donc là, c'est après du bon sens. Mais il y a beaucoup d'arnaques qui sont aussi très très bien faites et il faut faire attention. Je vois qu'il y a une question. Bon, c'est une personne qui doit partir, donc merci d'avoir assisté en tout cas, et peut-être à bientôt. Comment on fait pour poser la question? Alors, je ne sais pas, mais je vois qu'elles arrivent. Donc, Alors, il y vous a des avez personnes. l'option chat. Vous pouvez effectivement poser quelques petites questions Ah, chat, par écrit.
Voilà, ou attendre la fin aussi de la présentation, pendant la présentation, pour intervenir à l'oral aussi. Voilà, comme vous voulez. Alors, je passe à la slide suivante. Donc, moi, je pense que le prix du Bitcoin, il peut atteindre 100 000 euros. Voilà, je pense que c'est possible, ou plus même d'ici 2025. Alors après, ça peut être 2030, ça peut être avant, ça peut être après, mais c'est pas quelque chose qui est complètement absurde. Donc en fait, il y a beaucoup d'institutionnels qui s'intéressent dorénavant aux crypto-monnaies. Donc il y a BNP, il y a des fonds de pension qui commencent à inclure du Bitcoin, par exemple, dans leur politique d'investissement. Et les fonds de pension, quand ils investissent, c'est avec des dizaines de milliards. C'est pas avec quelques euros comme vous et moi. Donc forcément, quand ils s'intéressent à ça, eh bien évidemment, ça fait monter le prix du Bitcoin. Voilà. Il y a aussi des milliardaires qui sont en train de s'intéresser de plus en plus à ça comme source de diversification. Ils ont assez d'argent, mais voilà, on a vu avec la crise du Covid que des technologies, pas des technologies, mais des investissements qu'on prenait pour acquis, par exemple l'immobilier, en se disant voilà c'est le meilleur investissement du monde, bah, en fait ça souffrait parfois de quelques ratés. Donc dans mon cas, j'ai des amis qui ont investi beaucoup dans l'immobilier et donc location saisonnière ou alors hôtel ou assimilé hôtel. Le problème, c'est que voilà, quand tout le monde est assigné à résidence, et ben forcément, il n'y a plus de voyageurs, donc il y a plus d'argent qui tombe. Par contre, bah, il y a toujours les loyers à payer, etc. Donc, même un investissement tel que celui-ci peut être risqué. Pareil pour avoir investi dans la bourse, bon, des personnes qui sont rentrées au mauvais moment et qui arrivent bah, lors d'une crise ou juste après avoir investi, une crise arrive ou une correction qui peut durer plusieurs mois ou plusieurs années, hein, sans que ce soit vraiment la crise et la fin du monde. Bah, malheureusement, voilà, on peut pas y faire grand-chose. Donc, c'est un bon moyen en fait de diversifier et les fonds de pension et les fonds de Bitcoin, etc. Ont bien compris ça en fait. Hein. Ils l'intègrent maintenant dans leur politique d'investissement. Euh, alors oui, l'euro a supprimé le système inflationniste. Oui, oui. Bah après, le problème de l'inflation, c'est-à-dire que bah, voilà, on court après l'argent, hein, on court après l'argent. Donc le problème, c'est que dans le Bitcoin, en fait, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas donné toutes les caractéristiques du Bitcoin, mais le Bitcoin règle un problème de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y a une quantité maximale de Bitcoin qui sera émise et c'est 21 millions de Bitcoin. Voilà, 21 millions de Bitcoins, sachant que jusqu'à présent, il y en a à peu près 18 ou 19 millions qui ont été créés. Et le reste sera créé sur les 100 prochaines années, donc ça va mettre du temps. Mais voilà, il y a un nombre figé, il y a un nombre maximum, sachant qu'il y a environ 4 millions de bitcoins qui ont déjà été perdus. Donc perdus, ça veut dire bah, les personnes sont mortes ou alors ils l'ont envoyé à des mauvaises adresses, donc bah, la personne n'a jamais rien reçu. Ou alors il y a eu des vols, des fonds qui ont été figés. Enfin voilà, donc ça fait qu'il y a plus tant de bitcoin que ça, sachant que bah, là, on est quand même 7 milliards. Donc tout le monde n'aura pas un bitcoin. Donc ça crée aussi de la valeur et ça évite le système inflationniste dans lequel où voilà bah, il y a de plus en plus de bitcoin, donc finalement bah, la valeur du bitcoin elle est pas si élevée que ça, alors que bah, l'euro on le voit bien, hein, il y a une crise, un machin, on n'a pas d'argent pour le pays. Pour ci ou pour ça, et puis tout à coup, ah, bah, voilà, on a trouvé plusieurs dizaines de milliards. Donc forcément, à un moment, il y a quelqu'un qui va, il y a quelqu'un qui va payer hein, cette dette. Hein. Alors pourquoi pas plus de 21 millions de bitcoins? Ça a été décidé comme ça. Ça a été décidé comme ça, puisque en fait, il y a une personne qui a créé le bitcoin à la base et elle a décidé, OK, on fera 21 millions de bitcoins et pas plus. Voilà. Alors pourquoi exactement dans le détail, je saurais pas dire, mais voilà, ça a été décidé par une personne. Donc la personne, en l'occurrence, c'est une personne qui s'appelle, enfin qui se nomme, qui se prénomme, qui se fait appeler, vous appelez ça comme vous voulez, Satoshi Nakamoto, et en fait, on ne sait pas qui c'est. Donc ça entretient un peu le mythe du Bitcoin aussi. Donc une personne qui a créé le Bitcoin comme ça, mais quand on voit la technologie derrière, bon déjà ça ne peut être qu'un génie, ou alors voilà, vraiment des sociétés, des groupes des groupes de développeurs, mais enfin, la technologie telle qu'elle a été créée derrière est extrêmement complexe, extrêmement complexe. Et c'est ça qui fait aussi que bah, le réseau est aussi sûr. Donc, et qui a créé le Bitcoin? Bah voilà, c'est ça en fait. Hein, c'est Monsieur Satoshi Nakamoto ou un groupe. Hein.
Et sur quelle base? L'idée, c'était justement de contrecarrer un peu le plan des banques qui ont le monopole absolu sur l'argent, les banques et les banques centrales, et où on voit tous ces problèmes, en fait, ces problèmes où voilà, moi je vais envoyer des fonds demain, peut-être qu'en fait ils seront reçus dans une semaine, alors que c'est urgent, là j'ai besoin, là maintenant tout de suite. Puis aussi quelque chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a des pays où en fait les personnes ne sont pas bancarisées. Elles ne sont pas bancarisées, donc comment on fait? Est-ce qu'on les laisse de côté, ces personnes? Alors jusqu'à présent, oui, c'était un peu ce qui se passait, mais là en fait, ça ouvre une porte ouverte quand même, ça ouvre une porte sur des possibilités de laisser des personnes envoyer des fonds vers leur famille, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent en France ou même en Afrique et qui travaillent pour envoyer une partie de leur argent, de leur salaire vers leurs familles respectives dans les pays. Et c'est vrai on parlait du monopole des banques, mais il y a aussi les paiements comme PayPal, Western Union, dont vous avez déjà entendu parler, et qui prennent des frais énormes sur des transactions comme ça d'un pays à l'autre. Western Union, c'est 30, 50, 80 euros pour une transaction de 200 ou 300 euros. C'est une honte. C'est une honte par rapport à des personnes qui essaient d'envoyer juste quelques euros qu'ils ont gagné à leur famille. Donc voilà. Est-ce qu'il y a aucun moyen d'en créer plus? Non, il n'y a pas moyen d'en créer plus. Voilà. En tout cas, le Bitcoin en lui-même, on ne pourra pas créer plus de 21 millions de Bitcoins. Parce qu'en fait, les Bitcoins sont créés lors du minage. Alors, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails là du minage de crypto-monnaies. Mais voilà, pour faire simple, non, on ne pourra pas créer plus de Bitcoin. On pourra inventer d'autres crypto-monnaies qui s'appellent Bitcoin machin. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et ça joue aussi sur les arnaques, etc. Donc, il y a des personnes voilà, qui ont appelé le truc Bitcoin Gold, Bitcoin Diamant, Bitcoin machin, Bitcoin truc, qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin. Hein. Alors, à part que c'est des crypto-monnaies, mais n'importe qui peut créer une crypto-monnaie. Voilà, dans la journée, vous pouvez créer votre propre crypto-monnaie. Parce que maintenant la technologie existe, c'est comme un site internet. À la base, si vous vouliez créer un site internet il y a 25 ans, c'était pas facile. Maintenant, hop, vous installez un logiciel WordPress, en 1 heure, votre site est prêt. Et c'est pareil avec les crypto-monnaies. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais en une journée, c'est tortillé. Et donc à partir de là, vous pouvez inventer votre Bitcoin machin, l'appeler comme vous voulez. Mais voilà, derrière, normalement les crypto-monnaies doivent avoir une certaine utilité. Donc il y a des crypto-monnaies dont les transactions sont quasiment instantanées. Donc j'envoie de l'argent, tac, c'est reçu instantanément. Le Bitcoin, c'est plutôt pour faire des transactions plus larges, voilà, puisqu'il faut 10 minutes à 1 heure pour valider une transaction. Donc évidemment, ça prend un peu plus de temps. Donc on peut pas payer son pain en Bitcoin, c'est pas très pratique. Ou alors via les cartes qui échangent instantanément, mais c'est un autre système. Donc en fait, les crypto-monnaies ont plusieurs utilités. Alors évidemment, on peut pas parler de tout ici, mais voilà, quand on crée une crypto-monnaie, si elle n'a pas spécialement plus d'utilité que la crypto-monnaie du voisin, elle n'est pas vouée normalement à prendre beaucoup de valeur. Donc, elle est plutôt vouée d'ailleurs à disparaître. Et on voit aujourd'hui, il y a plus de 5000 crypto-monnaies qui existent. Donc, il y a des crypto-monnaies aussi, on va dire des monnaies apparentées à des crypto-monnaies qui n'en sont pas vraiment, mais voilà, qui jouent un peu sur les termes, sur le vocabulaire. Mais voilà, vous vous doutez bien, sur 5000 crypto-monnaies, les 5000 peuvent pas valoir 10 000 $ ou 1000 ou même 20 ou 50 $. Voilà. Donc, une autre raison, donc c'est un peu ce que je disais, voilà. Donc, on a un peu anticipé la slide en question, c'est que voilà, si chaque milliardaire au monde voulait un Bitcoin, ce serait pas possible puisqu'il y en a 21 millions. Voilà. Donc, sachant qu'il y en a beaucoup qui ont déjà été perdus, on peut, tout ça diminue l'offre et peut faire que la valeur du Bitcoin monte énormément. Donc, je rappelle, on est en train de dire pourquoi le Bitcoin peut valoir 100 000 € ou dollars ou même plus d'ici 5, 6 ou 10 ans. Donc, c'est possible, c'est pas impossible. Déjà, si vous vous souvenez, à un moment, donc le Bitcoin, ça valait 1 $. Ensuite 10, donc ça a quand même fait x10. Ensuite 100, ça refait x10. Donc par rapport au premier, ça fait x100, x1000, etc. Donc quand il était à 100, jamais on vous aurait dit il sera à 1000. Non, c'était pas possible. Donc dans l'esprit humain, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable. Même quand il était à 10, se dire à 100, ouais, non, c'est pas possible. Et maintenant, donc, il est à 10 000.
Donc, si il a la capacité de faire x10 ou x100, c'est pas impossible. C'est pas impossible, voilà, qu'il fasse encore une x10. Hein. C'est pas impossible. Moi, je dis pas ça va arriver, c'est sûr et c'est certain. J'en sais rien. Ça reste de la spéculation, ça reste de la psychologie. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer 100 000 $ ou 100 000 € pour un Bitcoin? Je pense que c'est pas impossible. Je pense que c'est pas impossible. Donc, on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. En plus de ça, le taux d'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies de manière de plus en plus important dans le monde. Donc, ça contribue, hein, tout simplement. Hein. Quand quelque chose est de plus en plus connu, hein, le taux d'absorption augmente et donc la valeur perçue augmente, hein, parce qu'on parle bien de valeur perçue, puisque derrière, est-ce que dire qu'un Bitcoin, ça vaut 10 € ou 100 000 ou 1 million ou 1 milliard, c'est quand même très, 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 très subjectif. Hein. Un peu de toute manière, hein, comme l'euro vis-à-vis du dollar, hein, parce qu'un mois, ça vaut 1 €, on a 1,10 $. 3 mois après, 1 €, on a 1,25. Est-ce que vraiment la différence de prix est vraiment justifiée, sachant que le mois d'après, ça va retomber à 1,10? Donc, c'est vraiment de la valeur perçue d'une monnaie par rapport à une autre. Hein. Et sur le Bitcoin, c'est pareil. Mais c'est vrai que la valeur perçue est quand même exacerbée. Il y a aussi la quantité qui joue, puisque vu qu'il n'y a pas une quantité énorme de crypto-monnaies qui sont disponibles, quand les gens commencent à se les échanger ou à faire du trading, forcément, il y a moins de liquidité. Donc, il y a moins de Bitcoin à s'échanger. Donc, si on a des milliers de personnes qui veulent du Bitcoin maintenant, là, tout de suite, s'il n'y en a pas beaucoup en face, hein, c'est l'offre et la demande, forcément, le prix monte, le prix explose. Donc la liquidité et le fait qu'il n'y ait que 21 millions de Bitcoin jouent énormément là-dessus aussi. Voilà. Donc ensuite, un point qui est très important, c'est la réglementation. Donc on a de plus en plus de pays en fait où le Bitcoin est légal. Et donc il y a des personnes qui se disent oui, non, la réglementation, ça contribue à diminuer puisqu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec ton argent, etc., etc. C'est trop compliqué. Alors qu'en fait, je pense le contraire. Je pense qu'il faut de la réglementation parce que il y a des endroits, c'est un petit peu le Far West au niveau des projets, au niveau des crypto-monnaies, comme je disais tout à l'heure. Hein, on peut inventer la crypto-monnaie qu'on veut. Les mecs derrière, ils font ce qu'ils veulent. Ils font des arnaques, des trucs, ils sont pas spécialement poursuivis dans des pays ou dans d'autres pays parce que il y a pas vraiment de règles. Donc voilà, vous avez investi, c'est un peu votre faute. Hein, fallait pas investir. Donc je pense qu'avoir de la réglementation autour du Bitcoin, des crypto-monnaies ou même des projets blockchain de manière plus générale, c'est quelque chose qui est très 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 important et qui va faire que l'adoption sera de plus en plus importante. Hein, puisque c'est quand même, ça reste de l'argent, ça reste votre argent, et on cherche à maximiser le revenu, mais aussi à maximiser la sécurité. Donc pour le moment, c'est plus revenu que sécurité, mais ça change beaucoup, et ça, je pense, voilà, que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc le dernier point, c'est l'analyse technique. Hein. Donc l'analyse technique, c'est un peu mon domaine puisque moi je suis trader à la base. Donc là, bon, c'est une projection possible des prix via une analyse qu'on appelle la méthode des vagues d'Elliott. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails, mais la méthode des vagues d'Elliott dit qu'en fait, il y a des mouvements. Donc les mouvements de prix sur les marchés correspondent à des patterns. Donc il y a des patterns, comment dire, je saurais pas dire le nom en français. Des formes, voilà, des formes tout simplement. Et donc ces formes sont reproductibles et sont découpables à l'infini sous forme de fractales. Donc ça veut dire que là, on voit une forme en 1, 2, 3, 4, 5, et en fait, la grande première ligne 1, en fait, elle est elle-même divisée en 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, on peut zoomer, 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 zoomer et retrouver ces formes encore et encore et encore et encore à des échelles plus petites, ou alors à l'inverse, à des échelles de plus en plus grandes. Donc cette méthode d'analyse couplé à d'autres méthodes et couplé au fait que les gens étaient, vous voyez, hein, pendant plusieurs années au départ, donc on ne voit pas l'échelle, mais pendant plusieurs années au départ, on était entre 0 et 500 € le Bitcoin. Et tout à coup, donc il y a une explosion, on est passé à 1000, 2000, 5000, 10 000, on est monté à quasiment 20 000 €, donc on était à 20 000 $ pour du Bitcoin. Ça, jamais personne n'aurait pu l'imaginer dans même les 5 premières années de l'existence du Bitcoin, parce que là, le Bitcoin a 10 ou 11 ans maintenant, donc c'était inenvisageable. Mais en fait, vu qu'on l'a déjà fait, en fait, on se rend compte que c'est possible en fait de refaire la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer cette chose-là, mais c'est pas quelque chose qui est complètement impossible ou un rêve ou un truc
Voilà, donc c'est possible, c'est possible. Donc maintenant, on va voir une partie sur comment investir dans les crypto-monnaies pour éviter les pièges. Donc justement, hein, on va essayer de faire attention. Donc la première méthode, la plus simple, voilà, donc c'est d'acheter les bitcoins. Donc tout simplement, donc on prend sa carte bancaire, hop, on envoie de l'argent sur un site de confiance, hein, tant qu'à faire. Hein. Donc évidemment, faut trouver quels sont les sites de confiance et acheter, voilà, acheter du bitcoin à un moment donné. Donc maintenant, par exemple, là tout de suite, hop, et le garder le plus longtemps possible. Donc ça, c'est la stratégie du buy and hold. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Vous achetez maintenant, voilà, et fin de l'histoire. Alors peut-être que c'est le bon moment, mais peut-être que non. Mais en attendant, voilà, vous n'avez pas trop à vous poser de questions. Vous pouvez aussi budgétiser un certain montant hein, tous les mois en disant, voilà, tous les premiers du mois, j'achète pour 200 € de Bitcoin, par exemple. Donc ça, c'est une stratégie, hein, ce qu'on appelle le dollar cost average. Et donc, parfois, vous achèterez moins cher, parfois, vous achèterez plus cher, mais au bout du compte, voilà, tous les mois, vous mettez un certain montant. Quelle crypto-monnaie acheter? Donc bon, c'est ce qu'on disait, hein, voilà, il y a 95% d'entre elles hein, qui sont inutiles. Donc il faut rester sur les crypto-monnaies qui sont dans le top 10 ou le top 100, on va dire, de la liste des 5000. Hein, sinon, voilà, il y a quand même un risque énorme. Déjà que de manière générale, les crypto-monnaies sont risquées. Donc si on commence à chercher des crypto-monnaies un peu farfelues, ça risque de poser des problèmes. Mais voilà, il y a parfois des pépites sur lesquelles on peut investir, mais encore une fois, il faut mettre une petite partie de son argent. Voilà, faut pas tout mettre, faire all-in sur une crypto-monnaie. Il y a des personnes qui ne veulent acheter, par exemple, que du Bitcoin. Donc c'est un débat. Voilà, c'est un débat au sein des personnes qui sont dans les crypto-monnaies. On appelle ces personnes des maximalistes. Voilà, des maximalistes Bitcoin. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est dur à dire. C'est dur à dire. On peut pas savoir en fait. Donc les maximalistes, ils disent en fait, il y a que le Bitcoin et tout le reste, c'est naze. Bon, ok. Voilà, c'est un avis. C'est un avis. Ce n'est pas mon avis, mais j'ai pas spécialement raison. Voilà, il y a des monnaies qui sont très 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 intéressantes avec du fort potentiel, sachant que le Bitcoin a sa propre personnalité et sa propre utilisation. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est de dire que voilà, pour des petits montants, par exemple, le Bitcoin, c'est pas très intéressant puisque c'est pas très rapide, etc. Donc à partir de là, juste pour cet exemple, peut-être avoir une autre crypto-monnaie qui est beaucoup plus rapide, c'est intéressant. Donc voilà, c'est ouvert à débat. Deuxième méthode pour investir, le trading de crypto-monnaie. Donc bon, c'est une activité rentable, le trading, mais voilà, quand on est trader, si vous n'êtes pas trader, malheureusement, vous avez plus de chances de perdre votre argent. Hein. On le voit, hein, l'AMF tout le temps publie des prospectus, vous allez perdre, 95% des gens perdent de l'argent, et c'est le cas puisque émotionnellement, c'est très 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 difficile le trading. Et en plus, l'utiliser avec levier. Donc levier, c'est de l'argent qui vous appartient pas. Donc c'est un peu comme emprunter à la banque et faire du trading avec. C'est encore plus dangereux. Après, vous pouvez le faire, mais il faut se former. Voilà. Si vous n'êtes pas formé à la bourse, il y a aucune chance que vous gagnez. Ou alors c'est un coup de chance, donc vous allez gagner, peut-être faire x2 ou x3, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Évidemment, si vous avez gagné une fois, vous allez rejouer. Parce que là, on parle de jeu hein, dans ce cas-là. Hein, c'est plus du trading. Donc, vous allez rejouer et peut-être regagner encore, refaire x2, et par contre, la troisième fois, tout perdre. Donc ça, c'est un très 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 gros risque. Donc le trading, oui, pourquoi pas, mais en étant formé. Participer à une ICO, donc c'est un Initial Coin Offering, donc ça correspond en fait à une levée de fonds. Voilà, donc dans le monde classique, l'économie classique, bon, on lève des fonds, voilà, on rentre en bourse, donc on fait des IPO, donc des offres publiques initiales. Dans le monde des crypto-monnaies, on fait des ICO. Donc là, dans le monde classique, voilà, le monde réel, on va dire, vous avez des actions. Donc vous achetez des actions en échange de votre argent pour financer l'économie, pour financer la société qui lève des fonds. Dans les ICO, c'est différent. On vous donne des pièces, on vous donne des coins. Mais vous n'avez pas d'action de la société en question. Donc en fait, faut faire très 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 attention à ça. Ça peut être bien, mais ça peut être très très mauvais, puisque en fait vous n'avez pas d'action de la société. Et si la société émet une pièce, une coin via une ICO et essaie de lever 10 millions d'euros, lève cet argent et vous donne en échange une pièce
donc un espèce de Bitcoin, hein, voilà, un Bitcoin peu importe, forcément, si la pièce en question n'a aucune valeur parce que le projet est un petit peu bidon, mais que le marketing a été tellement bien fait, etc., que vous avez envoyé votre argent pour recevoir les pièces en question, vous risquez de vous retrouver avec des pièces qui n'ont aucune valeur. Donc ça, c'était très 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 fréquent en fait en 2017. Donc il y a énormément de projets qui sont sortis de nulle part en disant nous on a un super projet de faire de l'énergie verte, de faire la banque du futur, de faire de remplacer Airbnb, enfin voilà des projets ahurissants. Donc il y en a des bons, hein, mais et donc ils levaient des fonds, des millions et des millions de dollars de fonds en sortant des jetons, donc des pièces ou des jetons, on appelle ça un peu comme on veut, en sortant des pièces qui avaient finalement aucune valeur, voilà, aucune valeur. Et donc les personnes recevaient leurs pièces, étaient contentes, et puis 6 mois après, le truc tombait à 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, donc voilà, il valait absolument plus rien. Donc participer à une ICO, oui, mais attention. Donc une autre méthode, c'est le stacking, c'est aussi très très simple. Donc ça, c'est voilà, on achète une crypto-monnaie, on la met sur un portefeuille crypto-monnaie, donc c'est un endroit voilà où on va stocker nos crypto-monnaies, on appelle ça un portefeuille, on appelle aussi ça un wallet en anglais, on entend les deux termes, wallet, portefeuille, c'est exactement la même chose. Donc on met ça sur le portefeuille et on attend. Voilà, donc là c'est pas très compliqué. Donc, il faut passer par des projets qui sont sérieux parce que non seulement vous allez gagner, donc c'est comme un rendement, vous allez gagner 5-10% par an en plus, mais en plus, potentiellement, la valeur de la crypto-monnaie que vous stackez va prendre valeur. Voilà, elle va augmenter, la valeur va augmenter. Mais l'inconvénient, c'est que c'est possible qu'elle baisse aussi. Donc, si vous stackez une crypto-monnaie qui rapporte 10% par an, mais qui perd 50% tous les ans, c'est pas terrible. Voilà. Et tout comme les sociétés qui payent énormément de dividendes, si vous avez stacké une crypto-monnaie qui paye 30 ou 50% de dividendes, ou d'intérêt, hein, voilà, vous vous doutez bien que ça peut pas être l'affaire du siècle, hein. Alors oui, les personnes qui sont un petit peu crédules vont se dire c'est génial, j'ai acheté un truc qui paye 30%, mais ça évidemment hein, la crypto-monnaie va disparaître hein, parce qu'on peut pas avoir 30% comme ça sans risque juste à attendre pour un projet vraiment sérieux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein. C'est comme des actions, hein, des actions à fort dividende. Voilà, 5, 6, 7, 10%. Voilà, on va dire que c'est le maximum de quelque chose de sérieux. Si on commence à être au-dessus de 10%, 10, 15, 18%, par exemple, on a souvent ça aux États-Unis dans les rates, hein, les sociétés immobilières, voilà, les fonds immobiliers. 18-20%, ouais, en général, ouais, ça paye en effet 20%, mais toute l'année, l'action tombe. Donc, exactement pareil ici. Attention. Donc, une solution que nous, on a trouvé qui est plus rentable et qui est plus intéressante, c'est le minage de crypto-monnaies. Donc, nous, voilà, ce qu'on fait, c'est que on valide les transactions. Donc, c'est le principe du minage dont on parlait tout à l'heure rapidement. Donc, les mineurs, vu qu'il n'y a pas de banque, les mineurs s'interpose entre les personnes qui s'échangent des crypto-monnaies, valide les transactions, donc elle vérifie que j'ai bien un Bitcoin à envoyer à la personne X ou Y, que j'essaye pas d'envoyer l'unique Bitcoin que j'ai sur mon compte Bitcoin à 3 personnes à la même microseconde. Donc voilà, les mineurs valident les transactions, les sécurisent parce que justement on évite la triche et enregistrent les fameuses transactions sur le livre de transactions qu'on a appelé la blockchain. Voilà. Donc ça, c'est une solution. Et les mineurs, en fait, se rémunèrent sur les frais de transaction. Donc, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient très, très bas. Là, on avait échangé, alors pas nous, mais 1 milliard de dollars pour 60 centimes. Voilà, donc ces 60 centimes sont revenus à un mineur voilà, quelque part sur Terre. Voilà. Mais vu qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de transactions, ça fait des milliers de commissions en fait pour recevoir. Je vais vous montrer. Donc là, c'est plus informatif, voilà, pour vous faire découvrir quelque chose. Donc le matériel du mineur, donc le minage, hein, c'est informatique. Hein, on a dit tout est numérique. Donc tout est numérique, ça veut dire que il faut des supports informatiques pour faire de la vérification. Donc vérification dit puissance de calcul nécessaire pour vérifier. Et donc voilà le type de matériel en fait qui existait. Hein, donc tout ce qui est
tout ce qui est processeur graphique, ordinateur classique. On peut même techniquement miner sur un téléphone, hein, du moment qu'il y a un processeur. Mais voilà, donc j'appelle ça le mineur amateur, puisque ben, évidemment, c'est pas le truc le plus puissant, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour miner. Parce que si on a des ordinateurs plus puissants, ben, évidemment, on peut vérifier plus de transactions et gagner plus d'argent, tout en sécurisant et en faisant partie de l'écosystème, etc., etc. Et donc là, on a des machines de minage qui sont dédiées, donc c'est ce qu'on appelle les mineurs ASIC, et qui sont beaucoup plus puissants que les ordinateurs classiques ou les cartes graphiques, etc. Voilà. Donc ça, c'est des fermes de minage. Donc les fermes de minage, en fait, c'est des endroits où toutes les machines On a perdu Mathieu. Un espion. Non. Voilà, Mathieu est revenu. Ah non. Alors, regarder l'écran. il a dû avoir un problème de connexion. Ah, d'accord. Ah, Mathieu, tu es là? Oui, oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok. Ouais, On t'entend. L'écran, vous le voyez ou pas? Oui, l'écran, on le voit toujours. D'accord. Bon, alors je reprends. Donc en fait, c'est possible de faire du minage de crypto-monnaie chez soi avec des machines, hein. On peut acheter ces machines, ces ordinateurs ASIC. Le problème, c'est que ça consomme beaucoup d'électricité et donc on va toucher des commissions, mais on va toucher moins en fait que ce que ça coûte en électricité. Donc c'est pas très intéressant à partir de là. En plus de ça, ça fait beaucoup de bruit et ça chauffe. C'est des ordinateurs, hein. C'est des ordinateurs qui tournent 24 heures sur 24. Donc forcément, ce qui se passe, c'est que il faut ventiler. Et comme vous voyez, les systèmes de ventilation des fermes de minage, c'est quelque chose de sérieux et on peut pas faire ça chez soi, évidemment, hein. Mais techniquement, c'est possible. Voilà, techniquement, c'est possible. Voilà, d'autres photos. Voilà, c'est histoire de voir. Et ça, c'est un des barrages auxquels nous, on est connecté. Donc, en fait, bon, je vais terminer sur cette phrase de Rick Falkvinge, qui dit qu'en fait, le Bitcoin fera aux banques ce que le courrier électronique a fait au secteur postal. Donc, c'est-à-dire vraiment remplacer le système de manière générale. Alors, pas remplacer dans le sens où l'autre va plus exister, mais ce sera vraiment un système qui sera en parallèle et qui sera majoritairement utilisé, à notre avis, à mon avis, hein, par rapport aux monnaies classiques, sachant qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des gouvernements, hein, comme la France, hein, qui sont en train de sortir leur propre crypto-monnaie. Là, récemment, le mois dernier, il y a eu les premiers tests du crypto-euro. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on est en droit de se dire que les crypto-monnaies vont peut-être petit à petit remplacer les monnaies fiduciaires classiques, même si ce sont des crypto-monnaies d'État. Donc en fait, si les gouvernements comme la France s'intéressent à ce genre de technologie, c'est quand même il doit y avoir un certain intérêt derrière. Donc nous, on pense que l'intérêt qu'il y a, c'est que ça va vraiment pouvoir révolutionner le monde. Donc voilà, voilà pour la petite présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, comme je vous disais, on a un service, nous, de minage. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de problème. Mais oui, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, vous êtes libre. Déjà, est-ce que vous avez compris quelque chose de ce que je dis? Est-ce que tout est clair? Que parfois je donne beaucoup de détails, etc. Donc peut-être qu'il y a des points que j'ai survolés ou sur lesquels je suis rentré trop en profondeur. Donc dites-moi. J'ai rien compris. C'est rassurant. Non, une monnaie, ça a une base légale. Ce sont les États qui battent monnaie
bon, le Yamamoto qui a capoté a créé le Bitcoin. Moi, enfin, c'est pour ça que je posais la question sur quelle base. Bon, mais il y a je veux dire, si l'Europe fait un Bitcoin, ce sera appuyé sur l'euro, j'imagine. Enfin, je comprends pas. Voilà. Merci. C'était clair, mais j'ai rien compris. Oui, non, je comprends la question. Le fait est que on peut aussi se poser un petit peu la question sur quoi s'appuie l'euro réellement. Quand on voit qu'en fait on n'a pas l'argent et que derrière on arrive à trouver comme ça des dizaines et des dizaines de milliards en quelques semaines, on peut se demander sur quoi s'appuie vraiment l'argent. Parce que c'est vrai que depuis la fin de l'étalon or, avec les accords de Bretton Woods, avant, bon, une On n'entend quantité plus. d'or. Donc on peut. C'est tout coupé. Ah, on t'entend plus, Mathieu. Ça marche pas terrible en Irlande. Non, mais du coup, là, il est en métropole, là. Ah, d'accord. Bah, non plus en métropole. Alors, l'été, la Réunion, ça marche bien. Hein. Non, mais c'est parce On que est- c'est payé en C'est clair, un Bitcoin. dollar, ça représente une certaine. On ne peut pas avoir plus je te en reviens. termes de dollars qu'on a donc un peu de penser ça. Mathieu, Oui? Mathieu, tu as été coupé pendant quelques secondes. Ah, pardon. Voilà. Je sais pas, oui. Donc je disais qu'en fait, on peut utiliser ce qu'on veut en tant que monnaie du moment où tout le monde reconnaît ça comme une monnaie. Alors peut-être que légalement le terme n'est pas monnaie, mais en tant qu'actif de transaction. Parce que demain, on peut utiliser de l'or techniquement en tant que monnaie. On peut aller payer techniquement son pain avec des pièces d'or. C'est juste la personne en face qui, oui ou non, accepte de recevoir ça. Et la valeur de l'or est uniquement basée sur le fait que nous, on a décidé que l'or avait de la valeur, plus de valeur que de l'argent ou du platine ou autre chose. Puisque, en fait, la valeur, bon, évidemment, elle est liée aussi à la difficulté de le trouver, etc. Mais au bout du compte, on peut mettre ce qu'on veut en termes de valeur. On peut mettre ce qu'on veut. On avait eu dans les années 1600 la crise des tulipes, aux Pays-Bas, où voilà, on payait en tulipes, on spéculait en tulipes et le prix des tulipes avait explosé. Le prix d'un bulbe de tulipes, le bulbe de tulipes valait plus cher que certaines maisons. Et on était là aussi en droit de se dire, est-ce que vraiment ce que ça vaut ce que ça prétend valoir? Alors évidemment, on regarde ça a posteriori en se disant, mais comment ils ont pu? Donc, est-ce que c'est la même chose aujourd'hui avec le Bitcoin ou avec l'euro ou avec d'autres placements X ou Y? C'est très, 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 très sujet à débat. Mais en effet, oui, c'est vrai que ça repose sur pas grand-chose, sur pas grand-chose. Mais ça répond à des besoins. Ça répond à des besoins qui sont vraiment fondamentaux, des besoins de dérégulation. Il y a des personnes qui, voilà, il y a des personnes qui sont laissées pour compte. Moi, je veux bien en France se dire, bon, les crypto-monnaies, on n'a peut-être pas besoin, etc. Mais peut-être que si j'étais dans un pays où bah, les banques veulent pas m'ouvrir le compte bancaire parce que j'ai pas vraiment d'argent, ou alors il y a juste pas la possibilité, bah, avoir une monnaie comme ça qui n'est pas vraiment contrôlée par des États, peut-être que je me dirais, oui, ça vaut le coup en fait. Là, il y a un avenir pour nous, pour moi, pour ma famille. Après, c'est difficile, c'est un débat limite philosophique. Euh, mais voilà, le fait est qu'il y a quand même des applications pour les crypto-monnaies qui sont intéressantes et qui peut-être ne bénéficient pas à tout le monde. C'est possible aussi. Ça peut être comme un service. Il y a des services qui sont extraordinaires, mais qui n'intéressent pas tout le monde, puisque bah, tout le monde n'est pas concerné par tout. Donc, à voir, à voir, à voir. De toute manière, le fait est que c'est là. Maintenant, c'est là. Donc, le fait est que soit, soit on essaie de s'en servir, ou à la limite même d'en profiter, ou alors, bon, on peut nier la chose. Mais le fait est que c'est là et ça restera là. Enfin, ça c'est pas voué à disparaître. Normalement, évidemment, on ne sait pas. On ne sait pas, ça reste une technologie. Peut-être que demain, on va se rendre compte qu'il y a des failles et qu'en fait, c'est très dangereux, ça vaut plus rien, etc. On ne sait pas.
Mais dans l'état actuel des choses, depuis 10 ans, en fait, la technologie de la blockchain fait qu'en fait, c'est vraiment infalsifiable et on peut pas revenir en arrière, tout simplement. C'est un peu comme dire, moi, Internet, je vois pas l'intérêt. Ça va couper la communication entre les gens. Ils vont s'envoyer des messages plutôt que se rencontrer en physique. Alors oui, peut-être un peu, mais il y a aussi des avantages derrière qui font que, bah, grâce à Internet, aujourd'hui, voilà, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. On peut se parler comme si on était à côté. On peut s'envoyer un message, tac, plutôt que d'envoyer une lettre qui va mettre 2 semaines ou 3 semaines à arriver. Et en fait, c'est une technologie. C'est une technologie qui est là et dont on peut se servir, comme toute technologie, en bien ou en moins bien. Donc ça c'est juste mon avis par rapport à ça. Mathieu, une question. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait la valorisation de ces cryptos repose sur justement l'espoir de développement de ces technologies, ou en tout cas l'espoir de ce que vont apporter ces technologies dans le futur? Est-ce que les valeurs reposent là-dessus? En tout cas, la valeur financière. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est une très bonne question et je pense que oui, puisqu'il y a beaucoup de spéculation. Et ce que je disais, c'est que est-ce que un Bitcoin, ça vaut 10 euros ou 1000 ou 10 000 ou 100 000? Le concept de la spéculation, c'est de se dire, moi, je pense que plus tard, ça vaudra plus cher. C'est ça l'idée. Ou alors, si on spécule à baisse, c'est se dire, voilà, plus tard, ça vaudra moins cher. Donc, je vends tout de suite. Mais l'idée, c'est ça. En fait, on ne sait pas. On sait pas. Et donc, il y a des personnes qui critiquent beaucoup le Bitcoin et qui disent, en fait, c'est un système où tu essaies d'acheter un plus couillon que toi. Voilà. Tu essaies de revendre, pardon, un plus couillon que toi dans le futur. Donc, ou un pigeon. Voilà, il y a un peu les deux idées en se disant, voilà, moi, j'achète à 10 000 et j'espère que je trouverai un pigeon demain qui va acheter à 15 000. Donc, on peut voir ça comme ça. Hein. Mais c'est à base du commerce, c'est une action, voilà, l'action d'une société. On peut se dire un peu la même chose parce que est-ce que vraiment la société X ou Y vaut 10 $ de moins aujourd'hui que hier? Fondamentalement, voilà, ça, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Donc il y a de la spéculation qui apporte de la liquidité et le tout fait que, bah, voilà, on est dans le système actuel. Donc oui, moi j'admets, voilà, j'admets qu'il y a énormément de spéculation là-dessus, mais j'admets aussi que on ne sait pas où sera le cours demain. Il y a des personnes qui ne jurent que par le Bitcoin, qui disent ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter, mais en fait qui se basent sur rien et qui savent pas, parce que même en ayant les meilleurs arguments, en fait, on peut pas savoir. Et alors un petit avis sur l'Ethereum et le Litecoin. L'Ethereum et quoi, pardon? Et le Litecoin. Oui, bah le Litecoin, en fait, on l'appelle l'argent, en fait, l'argent numérique, comme le Bitcoin, on l'appelle l'or numérique. On dit le Litecoin, c'est l'argent numérique. Donc nous, c'est une des crypto-monnaies qu'on mine, le Litecoin. Moi, j'aime beaucoup cette crypto-monnaie. Elle est rapide, elle est 4 fois plus rapide que le Bitcoin. Donc c'est une crypto-monnaie que moi j'apprécie beaucoup. Et on la mine pas parce que j'aime bien, hein. On la mine parce que c'est une crypto-monnaie qu'on peut miner, parce que toutes les crypto-monnaies, on ne peut pas les miner. Il y en a qui sont privées et donc le minage est réservé à certains membres qui investissent 10 millions ou 50 millions, etc. Donc c'est pas notre cas. Donc c'est une crypto-monnaie qui me semble avoir de l'avenir. C'est une des plus grosses crypto-monnaies. Donc c'est pour ça aussi que nous on la mine, puisqu'il y a des crypto-monnaies qu'on pourrait miner, mais qui paraissent voilà, un peu suspectes au niveau de l'avenir, etc. Au niveau de l'Ethereum, donc c'est pareil, c'est une grosse crypto-monnaie qui est très intéressante, qui a un projet très intéressant, mais le projet qu'il y avait à la base, donc qui était vraiment révolutionnaire, est en train de se faire rattraper par d'autres projets qui font ça, mais encore mieux. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer sur l'Ethereum, parce que l'Ethereum a une feuille de route qui est là depuis longtemps, ils existent depuis longtemps, donc on peut se dire, voilà, ils sont légitimes. Mais c'est comme le Bitcoin. Le Bitcoin, je disais, c'est pas très rapide. Mais tout le monde connaît le Bitcoin. Et quand on est dans les crypto-monnaies, tout le monde connaît l'Ethereum. Donc les gens préfèrent acheter de l'Ethereum que d'acheter enfin autre chose qui est un petit peu pareil ou qui
rattrape certains de ces problèmes. Donc à partir de là, c'est encore de l'émotionnel. C'est encore de l'émotionnel. Moi, je préfère acheter de l'Ethereum plutôt qu'acheter autre chose. Ça, c'est vraiment d'une personne à l'autre. Mais c'est une crypto qui a de l'avenir. Voilà, c'est une crypto-monnaie qui a de l'avenir, tout comme, à mon sens, le Litecoin et évidemment le Bitcoin. Donc, ce serait votre podium, en fait. Comment? Ce serait votre podium. Oui, Ouais, oui, oui. Oui. Ok, merci. Merci, Mathieu. J'ai une question. Merci. En fait, j'ai 2 questions. Alors, merci parce que j'ai D'accord. enfin compris ce qu'était un blockchain. J'avais jamais compris ce que c'était. En fait, moi, j'ai 2 questions. J'avais entendu parler de crypto-monnaie, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressée à ça. Et j'aime bien le principe, en fait, de contourner un petit peu le système. Parce que pour moi, l'argent, ça n'a pas vraiment de valeur parce qu'il sort des milliards, on ne sait pas trop d'où. Donc, la valeur de l'argent aujourd'hui, je pense que même l'argent qui est matériel n'existe pas vraiment. Mais du coup, quand vous commencez dans la crypto, vaut mieux acheter de la crypto pour faire ses achats avec, pour spéculer. Et du coup, quand on commence, comment commencer ou aller sur quel site voilà, c'est un peu mes questions. Est-ce que ça existe la crypto-monnaie pour les nuls, les débutants? Je ne sais pas. Nous, en fait, on a une communauté derrière ça. Donc, on a le service d'investissement, mais on a aussi une communauté avec plein de personnes qui se posent un peu les mêmes questions. Comment démarrer, le machin, j'ai acheté ci, je fais ça. Comment est-ce que je pourrais faire ça? C'est quoi le mieux? Donc, en fait, il faut faire un petit peu, on va dire, un diagnostic au départ en sachant qu'est-ce que tu veux faire derrière. Est-ce que tu veux juste attendre et recevoir passivement ou est-ce que tu veux t'en servir derrière pour peut-être faire des allers-retours et se dire tiens ça prend 10%, je revends et j'attends que ça rebaisse pour en racheter, etc. Donc là c'est un peu plus apparenté au trading. Donc évidemment c'est plus actif comme approche, mais il y a tous les risques qui vont derrière, hein, de se tromper, de acheter au mauvais moment et de vendre au mauvais moment. Ou alors avoir des revenus réguliers, voilà, qui s'accumulent au fil du temps. Moi c'est l'approche que j'ai choisie puisque j'ai essayé toutes les autres approches et c'est ce qui me convient le plus. Donc on fait du minage, on attend, alors bon tranquillement, mais évidemment il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça dépend vraiment en fait de l'approche. Si tu veux juste acheter des crypto-monnaies et les garder 10 ans, on peut le faire juste avec une carte de crédit ou en faisant un virement sur un site en question. Donc après, moi, je peux t'aider, hein, il n'y a aucun problème. Et, on pourra en reparler en privé en fonction de toi, tes propres objectifs et voir quel est le meilleur moyen pour toi de démarrer dans ce milieu-là. Parce qu'en fait, ça va dépendre. Ça va vraiment, vraiment dépendre du but final. Je Parce sais que pas c'est vrai si… que toutes les approches que j'avais pu de personnes de la crypto-monnaie, c'était très lié à des sociétés de marketing de réseau, tout ça, et c'est pas du tout mon truc. Ouais, ça, faut J'aimais pas éviter, du tout le concept. Voilà, c'était pas, voilà. En tout cas, ça correspond pas à mes valeurs et à ce que je veux. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'arrivais pas à trouver un lien direct ou voilà, même je suis pas contre être dans un groupe mais qu'on puisse m'accompagner. Mais c'est vrai que ça reste un peu flou et que j'ai jamais pris le temps d'aller approfondir ça. Donc oui, s'il y a des communautés, des choses comme ça, je suis preneuse. Ouais, d'accord. Bon, on pourra en reparler. Tu peux m'envoyer un message là, sur n'importe où en fait, hein. Je le verrai passer à un moment ou un autre. Et puis on voit après ce qui correspond le mieux à toi, ta situation. Mathieu, Merci. Oui. J'avais une question sur le minage. Du coup, tu disais que n'importe qui pouvait éventuellement donc miner. Quel est le coût pour un particulier qui souhaiterait miner, enfin avoir un petit matériel pour le faire? Et quand tu es rémunéré pour le minage, tu es rémunéré en Bitcoin aussi, c'est ça? Enfin voilà, c'était ma question. Alors, je suis désolé, ça a coupé ou commencé à bugger. Après, quel serait le coût? Voilà, le coût J'ai pour pas du tout entendu. voilà, comme tu disais que n'importe qui pouvait miner,
Bon, c'était pas forcément rentable parce qu'il fallait des machines hors normes, mais quel serait le coût d'acquisition pour un petit matériel Ouais. de minage? Et aussi, quand tu es rémunéré pour le minage, toi, tu es rémunéré en bitcoin aussi, alors du coup, c'est ça? Ou enfin, tu as une commission, comment ça se passe? C'est ça, oui. Il y a deux choses en fait. Il y a soit le minage tel que nous on le fait et que nous on le propose. Donc nous, c'est un minage communautaire. D'accord. Ou alors il y a le minage où toi, tu fais tout ton truc de ton côté et bah, évidemment, tu te débrouilles avec tout ce qui va avec, hein. Donc il y a vraiment deux types de minage. Nous, c'est un service qu'on a inventé. C'est un service qui n'existe pas où en fait tout est géré et toutes les machines sont mutualisées. Donc quand une personne investit avec nous, on achète des machines, mais pas juste pour la personne. Les machines sont partagées avec tout le monde. Donc si un jour une machine tombe en panne, eh ben, c'est pas très grave puisqu'il y a une machine, toutes les autres machines du parc de minage qu'on gère qui sont là-dedans. Et d'ailleurs, en fait, on n'avait pas démarré comme ça. La manière dont le service de minage a démarré, c'est que moi, j'avais mes propres machines et je faisais mon minage tranquille, voilà, de mon côté. Et à un moment, j'ai eu un ami qui m'a dit, voilà, est-ce que tu pourrais pas moi aussi m'acheter des machines de minage? Et donc, on va répondre à la question là. Et je lui ai dit, oui, mais si tu veux que ce soit intéressant, il faut que tu mettes au moins 2000 ou 3000 euros. Parce que si tu gagnes 2 ou 3% dans le mois, alors c'est énorme, hein, c'est énorme 2-3% dans le mois. Mais si tu gagnes 2% dans le mois sur 100 ou 150 euros, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Donc, une machine de minage, il n'y a pas un prix fixe puisque ça dépend de la crypto-monnaie qu'on mine et ça dépend de la puissance de la machine. Donc, c'est comme un ordinateur, on ne peut pas dire combien ça coûte. Par contre, en moyenne, on est sur les 1000 dollars. Voilà, 800, 1000 dollars. Donc, ça, c'est pour une machine. Mais ça varie de 100 dollars à 3, 4, 5 000 dollars une machine. Voilà. Ça ne veut pas dire que les plus chères sont nécessairement les meilleures, mais elles sont plus puissantes. Après, il faut voir parce que il y a des machines qui cassent facilement, il y a des machines machin. Donc, si on veut miner de chez soi et qu'on achète, par exemple, je sais pas, mais on a 3000 euros à investir, on achète 3 machines à 1000 euros. S'il y en a une qui tombe en panne dès le premier jour ou dès le deuxième jour, bah, il y en a plus que 2 qui minent. Donc, forcément, la rentabilité, elle est mangée d'autant. Et il faut renvoyer la machine parce que bah, c'est pas toi qui la répare dans ton coin, c'est impossible. Donc il faut la renvoyer. Et encore, je dis ça, mais si on a 3000 euros à investir, on ne peut pas acheter 3000 euros de machine parce qu'il y a des frais de port, il y a des frais pour acheter les câbles et tout ce qui va avec, il y a les frais si elles viennent hors de l'Union européenne, c'est là qu'elles sont les moins chères. Forcément, il y a des frais de douane et des frais de TVA, frais d'importation, etc. Donc, on se retrouve vite à 40-50% de frais, en fait. Très, 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 très vite pour des machines. Donc, si en plus on doit les renvoyer dans l'autre sens pour les faire réparer, c'est un peu compliqué. Donc, j'aime bien faire en fait un parallèle avec l'immobilier. On peut acheter un seul appartement. Si tout va bien, c'est cool, ça marche, c'est super. Mais si on commence à avoir des problèmes, etc., et qu'on n'a qu'un seul bien sur lequel on compte pour générer des revenus, c'est difficile. Par contre, si on en a 15 ou 20 ou 30, bon, si on a un locataire qui est un petit peu ennuyeux, bon, c'est moins grave. C'est chiant, mais voilà, il y a les 19 autres appartements qui tournent. Donc en fait, le minage, c'est exactement pareil. Il y a des frais à la base qui sont irrécupérables, hein, parce que les frais de transport, voilà, même si demain on revend le matériel, les frais ont disparu. Donc il faut voir. Après, nous, en termes de retour sur investissement, on est sur du 3% par mois en ce moment. Et ça varie, parce que parfois le Bitcoin est plus cher, moins cher, etc. Mais du 3% net, sachant qu'on s'occupe, nous, de tout ce qui va derrière, au niveau de l'entretien des machines, du changement des machines. Donc, et nous, on se rémunère en fait sur ce qui est miné net justement par la personne qui a investi, ce qui fait que bah, nous, on fait de notre mieux pour avoir les meilleures machines. Voilà, il faut voir ce que ça veut dire. Ah, ça coupe. À l'instant T. Donc, meilleur, il faut avoir les meilleures machines à pour pouvoir investir, etc. Le rendement ce mois-ci. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est. Mathieu, c'est Raj.
Écoute, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là, vu qu'on avait prévu 1 heure et demie avec l'exposé et les questions et les réponses. Donc, de toute façon, on fera passer le PowerPoint Parfait. à tous ceux qui ont suivi la conférence. Et puis, si vous souhaitez entrer en contact avec Mathieu, chose que je vous recommande, hein, moi, je travaille avec lui à titre personnel et je suis plutôt content et ça m'a pas mal éclairé sur le mécanisme du Bitcoin. Donc, je vous encourage à faire de même. Voilà, bonne soirée à tous et bonne journée. Merci de votre présence. Mathieu, merci pour l'intervention qui était super intéressante. Merci Bonne soirée. Mathieu. Ok, Bonne super, soirée. merci. Super, merci bonne beaucoup. soirée. Allez, à Au bientôt, au revoir. revoir. À Au bientôt. revoir.